Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois sur ce plateau où nous allons décortiquer l'actualité chaude qui domine en ces jours dans notre pays, la République démocratique du Congo et particulièrement la ville de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. L'actualité, c'est quoi? Les 4 leaders de l'opposition congolaise ont pris une décision de réveiller la population à travers les manifestations. Nous avons vu le 20 mai dernier, il y a eu une marche qui a été réprimée par la police congolaise, dont nous avons vu les 4 leaders: Deli Sesanga, Moïse Katumbi Chapwe, Matata Pogno et Fayoulou. Ils étaient descendus dans la rue pour décrier la situation qui sévit en République démocratique du Congo, principalement la vie chère, prévoir aussi ce qu'ils appellent la fraude électorale qui serait déjà planifiée. Autant de choses qu'ils ont essayé de décrier à travers cette marche. Ils ont voulu juste dénoncer. Alors, le 23, ils sont allés déposer c'était le jeudi passé, ils devraient déposer, le 24, déposer leur mémo au niveau de la CENI pour décrier ce qu'ils appellent la fraude électorale, qui serait déjà à l'horizon. Ici, dans la province du Haut-Katanga, principalement dans la ville de Lubumbashi, les opposants aussi, il y a l'opposition farouche, il y a de grands opposants qui sont là, et ils se sont aussi décidés d'aller déposer leur mémo au niveau du bureau de la CENI. C'était le samedi 26 dernier. Malheureusement, ils ont été aussi réprimés par la police. Alors, pour en savoir de quoi il s'est agi dans ce mémo que l'opposition devrait déposer à la CENI, nous avons jugé, votre chaîne, Triomphe Congo Télévision, a jugé de rencontrer les personnes, les figures de proue de l'opposition ici à Lubumbashi. Tout cela, nous avons cherché à rencontrer les figures de proue de l'opposition en la personne du maître Mohamed Eyinga, qui est président fédéral du parti politique Envol. Ici, dans le Haut-Katanga, Envol, c'est le parti cher à Deli Sesanga, que vous connaissez bien, qui est aussi futur candidat président de la République. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vais vous demander une chose. Abonnez-vous sur votre chaîne. Essayez de vous abonner, de vous intéresser à cette chaîne qui vous apporte la très belle information. L'information qui est à la une, l'information qui est une actualité chaude qui se passe en République démocratique du Congo. Vous devez connaître tout ce qui se passe à travers cette chaîne Triomphe Congo Télévision. Et aussi, n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne en ligne qui est Triomphe Congo Télévision. Alors sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité qui n'est autre que Maître Mohamed Eyinga. Maître Mohamed, bonjour. Bonjour Monsieur Colin Djouma. Bonjour aux innombrables et honorables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Eh bien, Maître, nous vous trouvons dans un bon cadre.
Aujourd'hui, nous essayons de parler de plusieurs choses. Comment va d'abord la santé de votre parti et vous-même? Merci beaucoup. Mon parti politique en vol se porte bien. Et comme vous le savez, nous sommes pendant une période de tous les enjeux. Nous sommes en 2023. Et 2023, c'est une année électorale. Donc le parti est en train effectivement de se battre non seulement dans l'installation, principalement au niveau de la Fédération de Lubumbashi, non seulement dans l'installation de différentes sections, là où le parti n'est pas encore installé, mais également en organisant différentes activités, question de réchauffer un peu l'esprit de nos militants et cadres, question effectivement de se préparer comme il se doit pour affronter efficacement ces élections qui pointent à l'horizon. Est-ce qu'il y a de préparatifs que vous êtes en train de mener? Parce qu'on ne vous sent presque pas. Non, les partis existent sérieusement, comme je l'ai dit. Il y a des activités qui s'exécutent presque chaque semaine. Et chaque 2 semaines, on a pris l'option, chaque 2 semaines, d'installer au moins une section dans la ville de Lubumbashi. Donc les partis se portent à merveille. C'est vrai que c'est un jeune parti sur l'échiquier national. Ça fait 10 ans que le parti existe. Mais c'est l'un des partis qui s'impose de plus en plus dans la ville de Lubumbashi. Et votre siège, c'est où? Notre siège est situé sur l'avenue Moussiri, le boulevard Moussiri, bien sûr, à quelques mètres de l'arrêt Kraïzine. Donc, de l'arrêt Kraïzine. Voilà. Okay. Tout celui qui aime aller visiter le parti en vol peut passer donc à quelques mètres, à gauche, à droite. À gauche, en allant vers l'aéroport de la Lornon, c'est à gauche. Donc, à quelques mètres donc, de l'arrêt Kraïzine. Donc, de passant l'hôtel, il y a un hôtel. Tout juste après l'hôtel Ouagadougou. Je ne voulais pas faire la publicité, mais tout juste après l'hôtel Ouagadougou. Ok, mais le samedi dernier, maître, on vous a vu descendre dans la rue avec un mémorandum. Mais vous avez été empêché parce qu'on a vu la police a quadrillé toutes les entrées, toutes les routes qui mènent vers la CENI. Oui, effectivement, l'opposition au niveau provincial, on avait pris l'option d'organiser un sit-in devant le siège provincial de la centrale électorale. Et étant une opposition organisée, une opposition républicaine, on avait effectivement saisi M. le maire de la ville de Lubumbashi, en date du 25 mai de l'année en cours, conformément à l'article 26 de la Constitution, qui fait obligation à toute personne ou à tout groupe de citoyens qui voudraient bien organiser une manifestation publique de saisir l'autorité ou d'informer l'autorité. Question pour cette dernière d'organiser notamment la sécurité et d'encadrer cette manifestation. Et jusqu'à la veille, et même le jour de la manifestation, Monsieur le maire ou l'autorité urbaine s'est interdite de répondre à la lettre telle que déposée par les opposants. Malheureusement, c'est le jour même de l'activité, pendant que nous sommes en pleine activité, c'est-à-dire on s'est dirigé vers les sièges de la CENI pour tenir notre activité. On se rend compte que c'est quasiment tous les périmètres effectivement de la centrale électorale qui étaient encerclés par des policiers fortement armés. Ces policiers, il y a d'abord une confusion entre eux parce qu'il y a un capitaine qui nous a laissé entendre que le maire avait pris la décision d'interdire toute manifestation, y compris la nôtre. Mais quelques minutes après, il y a un colonel qui arrive et qui nous informe que le maire a plutôt interdit une manifestation avec une foule, mais il a demandé à ce que les organisateurs puissent déléguer une équipe de 4 personnes qui est censée aller déposer les mémos. Donc c'est ça la confusion. Ça c'était le même jour. Le même jour, pendant que nous sommes au niveau principalement sur Kimbangu, au coin Kassavubu, on a trouvé une autre barrière parce que comme vous l'avez si bien indiqué, c'est toutes les avenues menant vers la centrale électorale ou les sièges provinciaux de la CENI qui étaient encerclés, barricadés par les éléments de la police nationale congolaise. Donc arrivé là-bas, on s'est heurté effectivement à cette barrière où on nous a empêchés d'y accéder tout en nous demandant
délaissé les autres cadres, parce que ici il faut préciser qu'à l'interne on s'était organisé de telle sorte qu'ils ne pouvaient participer, comme c'est une première activité organisée par la plateforme au niveau provincial et ce n'était qu'un sit-in, on s'était organisé de telle sorte qu'ils ne pouvaient y aller que les membres de nos différents comités fédéraux. Et donc on nous a demandé de laisser les autres membres et d'aller juste à 4, c'est-à-dire les 4 présidents fédéraux. Et les cadres ont refusé cette option parce qu'on a compris que c'était une décision illégale prise par M. le maire, parce qu'il n'y a aucune disposition légale qui donne pouvoir à M. le maire de la ville de Lubumbashi de limiter le nombre de manifestants. Et donc, la Constitution qui codifie et qui nous reconnaît ces droits fait obligation aux organisateurs d'informer préalablement l'autorité compétente, qui a donc l'obligation, chose que nous avons faite dans le délai effectivement, et M. le maire avait l'obligation de pouvoir instruire ses services compétents, question de pouvoir sécuriser et encadrer cette manifestation. Mais comme nous ne sommes pas dans un état démocratique, bien que les chantres de l'Union sacrée ont l'habitude de chanter à longueur de journée état des droits, et donc nous sommes dans un état qui devient de plus en plus dictatorial. Oui, vous parlez que l'État est dictatorial, mais est-ce que pouvons-nous connaître un peu le contenu de ces mémos? C'était quoi, juste que vous voudriez faire connaître à la CENI, et pourquoi vous avez choisi seulement le samedi? Parce que selon certaines sources, on nous dit que les bureaux de la CENI est toujours fermé, ils ne travaillent pas le samedi. Quand ils ont refusé à ce qu'on puisse accéder ou aller au niveau du bureau de la CENI pour faire déposer notre mémo, on avait pris l'option de lire notre déclaration devant les médias. Et donc, ce mémo a pratiquement 4 points. Oui. Le premier point, on peut résumer? Oui, on va résumer. Nous sommes contre la tenue des élections avec ces fichiers électoraux qui, comme vous le savez, corrompus, tels qu'audités par la centrale électorale elle-même, qui est en même temps juge et partie, parce qu'on ne peut pas être en même temps la centrale électorale qui a mené toutes les opérations d'enrôlement, en même temps on se permet quand même de venir auditer son propre fichier. En deuxième lieu, nous avons... Vous voulez dire que le fichier n'a pas été audité par une institution neutre? Le fichier, effectivement, a été certes audité, mais pas par une institution indépendante et neutre. Et donc, c'est la centrale électorale elle-même qui a audité son propre fichier. Donc, pendant que, comme vous le savez, nous décrions le fait que la composition de l'équipe de M. Kadima est constituée à 95% des membres de l'Union sacrée. Donc, c'est une équipe à qui on n'a pas effectivement confiance, à qui on ne fait pas confiance. C'est pour cette raison que nous, au niveau de l'opposition, on a demandé que l'audit soit plutôt exécuté par un organisme international qui a une réputation de neutralité et d'indépendance, question de rassurer toutes les parties prenantes à ce processus électoral. Et la crainte, c'est... La crainte, justement, comme je l'ai dit, c'est une équipe constituée à 95% des membres de l'Union sacrée. Même M. Kadima qui se déclare être de la société civile, mais il y a des langues où d'aucuns estiment qu'il est plutôt proche du pouvoir en place. Donc nous sommes tentés de déclarer que c'est une équipe qui est constituée à 100% des membres de l'Union sacrée. C'est pour cette raison, notamment, que nous demandons effectivement qu'il puisse y avoir la recomposition de la CENI, question de permettre à l'opposition d'occuper ces postes qui lui sont reconnus par la loi en place, ou la loi en la matière. Voilà les choses qu'il faut éclaircir, maître, parce que nous avons suivi le chef de l'État dire que l'opposition ne sait pas ce qu'elle est en train de faire ou de dire. Ça, c'est un éclaircissement. Mais le chef de l'État, c'est lui l'autorité morale de l'Union sacrée. Il ne peut que déclarer tout cela. Parce que tout ce qui est formaté au niveau des officines obscures et occultes de l'Union sacrée, mais c'est pour l'intérêt du chef de l'État, c'est pas pour l'intérêt de la nation. C'est pour cette raison que le chef qui est censé être au-dessus de la mêlée, malheureusement, depuis un certain temps, le chef se convertit un peu en avocat de l'Union sacrée, ce qui est inadmissible dans un État qui se veut des droits. Le chef doit jouer son rôle en tant qu'institution nationale qui n'a rien à voir avec l'Union sacrée et laisser le responsable de l'Union sacrée répondre à l'opposition. Le chef ne peut pas se permettre, à chaque fois que l'opposition fait des déclarations, à chaque fois que l'opposition veut défendre les droits de la population congolaise, c'est le chef qui se permet de venir répondre à l'opposition. Ça a été le cas avec Maman Marie. Vous êtes sans ignorer que Maman Marie qui a été arrêtée, malheureusement, c'est le chef qui s'est permis de répondre à cette pauvre dame. Et c'est déplorable. Le deuxième point. Le deuxième point, nous avons dénoncé la politisation et la partialité
de la centrale électorale par ses animateurs qui sont au service des membres de l'Union dite sacrée. Et nous avons... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui dirigent la centrale électorale. Dans leurs faits et gestes, ils donnent l'impression de travailler uniquement pour l'intérêt des membres de l'Union sacrée. Parce qu'ici, il faut préciser que dans ces processus électoraux, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a la société civile. En principe, l'organe compétent qui est la centrale électorale est censé être au-dessus de la mêlée, est censée être indépendante vis-à-vis des différentes parties prenantes. Mais ce qu'on constate dans les faits et gestes des animateurs de cette institution, on se rend compte que c'est des gens qui sont là et qui exécutent textuellement tout le plan qui est formaté au niveau des officines obscures de l'Union sacrée. C'est par exemple? Par exemple, tout dernièrement, nous avons dénoncé tous, et toute personne raisonnable avait constaté qu'au cours d'un accident de circulation qui s'est passé dans le Kasaï, et on a découvert dans la DIP accidentée appartenant à un membre de l'Union sacrée, un député membre de l'Union sacrée, que dans ce DIP, il y avait plus de 40 000 cas d'électeurs vierges, plus de 40 000 fiches d'identification vierges. Et même M. Kadima avait demandé à l'époque à la justice de se saisir de ces dossiers, mais plus personne n'en parle. Que ce soit la justice, que ce soit lui-même Kadima et son institution qui est censé avoir la gestion de tous les instruments ou de tous les matériels de la centrale électorale, mais on se rend compte que c'est plutôt au niveau de l'Union sacrée qu'on découvre tous ces matériels. Okay. Et donc il y a une complicité qui ne dit pas son nom entre la centrale électorale ou la composition de la centrale électorale ainsi que les membres de l'Union sacrée. Le troisième point? Le troisième point, nous avons exigé à la CENI de faire recours au service d'un organisme international, non seulement spécialisé en la matière, mais également ayant une réputation de neutralité et d'indépendance, question de rassurer toutes les parties prenantes. Et pour auditer le fichier. Pour auditer les fichiers, parce qu'il y a un audit qui a été fait, mais qui n'est pas en réalité un audit, parce que c'est la CENI elle-même, à travers ses membres, à travers certains services complices, qui a audité son propre fichier électoral. Et le quatrième point, enfin, nous avons exigé à la CENI, qui est censée être au service du peuple et non de la mouvance au pouvoir, d'être au-dessus de la mêlée en travaillant véritablement dans la transparence, l'indépendance et l'impartialité pour des élections inclusives, apaisées et crédibles en 2023. Ce sont les 4 points. Ce sont ceux-là les 4 points contenus dans notre mémo. Alors, les 4 points ont été lus. Est-ce que vous pensez vraiment que vous serez entendu? Parce que lorsque vous dites qu'il y a 95% des membres qui constituent cet organe, qui est la CENI, cette centrale électorale, sont proches du pouvoir. Eh bien, s'ils ne veulent pas nous entendre volontairement, s'ils n'ont aucune volonté politique d'organiser de très bonnes élections, parce qu'il faut préciser que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, c'est l'UDPS qui est au pouvoir, il ne suffit pas d'organiser les élections, mais il faudrait plutôt qu'on organise des bonnes élections, des élections qui vont permettre justement à l'équipe actuelle, non pas de fabriquer les résultats comme on l'a constaté notamment en 2018, parce que tout le monde qui avait reconnu à l'époque que les élections de 2018, j'y arrive, c'était des élections chaotiques, y compris les chefs de l'État. Donc notre souhait, le souhait de l'opposition qui défend les intérêts de la population congolaise, c'est de voir effectivement l'équipe qui est là ou l'équipe qui sera récomposée dans le cas où cette mouvance a effectivement la volonté de récomposer cette équipe, de publier les résultats, non pas des résultats qui sont fabriqués dans les officines de l'Union sacrée, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucun bilan à présenter à cette population. L'unique moyen pour eux de revenir aux affaires, c'est de fomenter tous ces complots contre la République ou contre la centrale électorale. Et donc, pas une équipe qui va fabriquer, comme je l'ai dit, les résultats en faveur de l'Union sacrée, mais plutôt une équipe qui va constater les résultats tels qu'exprimés dans les urnes par la population congolaise. Oui, maître, alors, nous apprenons aussi qu'il y a un meeting qui est en préparation. Est-ce que ce meeting, c'est pour expliquer quoi à la population? Les mêmes thèmes que vous avez utilisés pour le mémo, dans votre mémo, ou ça sera autre chose? Oui, les 4 leaders de l'opposition ont saisi l'autorité compétente, l'autorité urbaine,
en l'informant, comme d'habitude, en l'informant de la tenue d'un meeting en date du 17 juin de l'année en cours. Lequel meeting, c'est justement pour que ces 4 leaders puissent échanger avec la population quinoise sur les questions d'intérêt, les différentes questions d'intérêt national. Parce que comme vous le savez, il y a de l'insécurité de plus en plus grandissante sur quasiment toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ici, il faut rappeler que M. Sama Lukonde, aussitôt nommé, lui et son gouvernement, avait présenté un programme gouvernemental, lequel programme a été défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans ce programme, il y avait plusieurs piliers, notamment le pilier sécuritaire. Et M. Sama avait promis à la population congolaise de pacifier la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et là, vous parlez du Premier ministre. Justement, du monsieur Sama, qui est Premier ministre. Mais la population se rend compte que non seulement M. Sama est dans l'incapacité de pacifier la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais on constate que d'autres partis qui, jadis, régnaient la paix et la cohésion sociale, actuellement, on se rend compte qu'il y a aussi de l'insécurité de plus en plus grandissante. Je parle notamment de Croix-Mout, à la porte de Kinshasa, où il y a de l'insécurité, on parle d'une guerre interethnique. Je parle également de Lubumbashi, où presque chaque semaine, il y a des corps sans vie qui sont ramassés et enfermés dans des sacs. Ça, c'est l'incapacité du régime Tshisekedi, l'incapacité du gouvernement Sama Lukonde à pacifier non seulement la partie orientale, mais également à démontrer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et donc, M. Sama ou le régime Tshisekedi est en train de faillir par rapport à la sécurité de la population et de leurs biens. Il y a la question de l'économie. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la dévalorisation de la monnaie nationale. Et actuellement, les taux se négocient entre 235 et 236, toujours au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a la perte du pouvoir d'achat de la population congolaise. Et du point de vue social, le chef de l'État l'avait reconnu lors de son discours, je pense, sur la nation. Il avait déclaré, je cite, que la situation sociale de la population congolaise est pérennisante. Donc c'est l'un des discours sincères du chef de l'État. Au moins je suis d'accord avec lui. Donc le chef doit reconnaître sur les faits qu'il a échoué dans tous les secteurs, du point de vue sécuritaire, avec sa politique de tâtonnement, une politique sans vision et sans boussole qui lui permet justement, il se permet de sous-traiter la sécurité nationale. Vous êtes sans ignorer qu'actuellement, il y a une partie non négligeable du territoire national qui est dirigée soit par son allié stratégique et fiable, M. Paul Kagame, à travers le mouvement 23, soit c'est lui-même qui l'avait déclaré, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas une invention yengienne, mais ça vient du chef de l'État qui avait déclaré que M. Paul Kagame est son allié stratégique et fiable, qui a été accueilli en héros national par les parlementaires debout de l'UDPS au niveau du Stade des Martyrs. Et donc une autre partie non négligeable qui est aussi dirigée soit par les autres alliés stratégiques, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya et les autres. Et même alors, quand on parle de l'EAC, il faut aussi préciser que la population congolaise a comme l'impression que nous avons affaire à des autorités qui s'interdisent de dire la vérité. Parce que quand le chef de l'État a fait adhérer de façon précipitée et certainement non mûrie, ces décisions n'ont pas été sérieusement mûries dans l'EAC, on nous a laissé entendre que la force de l'EAC avait un mandat offensif. Mais vous vous rendez compte actuellement que tous ces partenaires dans le cadre de l'EAC ont déclaré que cette force n'a aucunement un mandat offensif. Alors, que ça soit, mais pourquoi faire adhérer à l'aveuglette la RDC dans un truc où il n'y a aucun intérêt de la RDC qui est défendu là-bas? La présidente de la Tanzanienne a déclaré que ces gens, des touristes, moi je les considère comme étant des touristes, que tous ces touristes de l'EAC sont venus créer une zone tampon. Le général de l'armée kenyane l'a déclaré, le général de l'armée ougandaise l'a déclaré. Il n'y a que les autorités congolaises qui continuent à mentir la population congolaise. Et ils se sont rendus compte, les chefs de l'État, qui s'est fait rouler dans la farine par son allié stratégique et fiable, M. Paul Kagame. Et toute cette matière, vous allez la développer. Justement, donc l'opposition va expliquer, parce que nous allons parler de questions importantes d'intérêt national. Et ici, il faut préciser que l'obligation première d'un État sérieux, c'est de sécuriser sa population et ses biens. Et de ce point de vue, le régime Tshisekedi a copieusement échoué. Comme je l'ai dit, à l'est
il y a la présence de huit armées étrangères. Et on a fait recours même au Sud-Soudan, à l'armée sud-soudanaise, où il y a actuellement la guerre civile. Des Sud-Soudanais qui viennent sous prétexte de sécuriser notre territoire, rendez-vous compte. Et là aussi, il faut préciser qu'actuellement, au niveau de Bunagana, la population congolaise ne peut plus utiliser le franc congolais. Ah bon? C'est plutôt le franc ougandais qui est utilisé au niveau de Bunagana. C'est ça même la balkanisation. Oui. Et qui est à la base de cette idée suicidaire pour l'intérêt, pour la sécurité nationale ou l'intégrité territoriale, mais c'est la politique sans vision et sans boussole du régime Tshisekedi. Oui, vous avez beaucoup de la matière à parler, mais nous allons chuter par une préoccupation. Nous avons tous suivi le secrétaire général de l'UDPS qui a dit tout haut, au cours d'un meeting aussi, il s'adressait à ses sympathisants, disant que le président Félix Tshisekedi est combattu non seulement parce qu'il gère mal le pays, mais c'est parce qu'il est de la tribu Luba. Vous, en tant qu'un leader, comment vous analysez ces discours? Est-ce que c'est un discours de haine ou bien c'est un discours qui va aider le pays à avancer? Mais je pense que c'est M. Kabouya qui incite les gens à la haine tribale. En principe, si réellement on est dans un état de droit, il faudrait que les services compétents puissent se saisir de ces dossiers, interpeller M. Kabouya. Nous sommes dans un état constitué de plus de 400 tribus. Il y a M. Tshisekedi qui est là, qui dirige, qui est de la tribu Luba. Mais ce n'est pas parce qu'il est Luba que sa politique est sérieusement, Luba di Kassai, justement, que sa politique est sérieusement combattue par l'opposition. Mais ici, il faut préciser que ce n'est pas la personne de M. Tshisekedi qui est combattue par l'opposition, c'est plutôt le système mis en place, lequel système va à l'encontre ou à contre-courant de l'intérêt général. Notez, M. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il lance avec pompe un projet nommé 100 jours du chef de l'État, lequel projet a décimé des millions de dollars. Et même, vous êtes sans ignorer que il y a un certain Kamere a été arrêté, mais condamné, mais libéré de façon miraculeuse. Mais le monsieur en question, parce qu'il faut préciser que ce n'est pas le gouvernement qui a exécuté ce projet, il a été conçu et exécuté au niveau de la présidence, donc par les proches collaborateurs du chef de l'État. Mais bien que M. Kamere a été libéré de façon miraculeuse, ces gens n'ont jamais justifié la dilapidation de plusieurs millions de dollars. On va vous raconter des histoires qu'il y a eu autant d'écoles, mais des écoles qui n'existent pas sur le sol congolais. Certainement, c'est des gens qui vivent sur la planète Mars. Là, un autre projet. Je parle du système. Je parle de la mauvaise gouvernance érigée en système par le régime Tshisekedi. Et c'est ce que vous combattez. Et c'est que nous combattons. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté à ce niveau. Parce qu'avant, on nous laissait entendre que parce qu'il y avait à l'époque le gouvernement Tchibala, c'est pour cette raison que la présidence était accaparée de ces projets. Et par après, sous les règnes de M. Sama Kondé, le chef de l'État, comme dans ses habitudes, il va lancer notre projet lutte contre la pauvreté. Mais nous avons comme l'impression que c'est beaucoup plus le cercle restreint du chef de l'État qui est bénéficiaire de ces projets, parce que nous autres, la population congolaise, en tout cas plus de 90% de la population congolaise vit dans la misère la plus noire. Le troisième projet qui a été lancé, toujours sous les règnes de M. Sama Kondé, son propre gouvernement, c'est le projet Tchilégil. Lequel projet où il fallait exécuter certains travaux au niveau du Kassai, mais on s'est rendu compte que quand le chef est allé au Kassai, c'est pour inaugurer un cybercafé. Donc vous allez vous rendre compte que l'opposition ne combat pas la personne physique du chef de l'État. L'opposition ni s'attribue parce que dans l'opposition des Kassaïens, c'est Sanga et Kassaïens. Donc, c'est Sanga ne peut pas aller combattre la personne de Tshisekedi, qui est aussi son frère du Kassai. Mais c'est Sanga étant un homme qui fait une politique rationnelle, il s'est dit qu'on ne peut pas faire la politique des machis à Momeno. Simplement parce que c'est un Luba qui est au pouvoir, parce que c'est un Kassaïen qui est au pouvoir, bien que les Kassaïens eux-mêmes ne se retrouvent pas sous les règnes
de M. Tshisekedi, on doit acclamer pour lui simplement parce qu'il est Kassaïen. C'est ce qu'on appelle, nous autres, des fanatiques aveugles. Et donc, nous, ce que nous combattons et que nous continuons à combattre, c'est le système mis en place. Le système de gestion sans boussole et sans gouvernance. Le terme Balouba apparaît facile. Mais simplement parce que des gens qui n'ont aucun argument avancé. Vous comprenez? Rendez-vous compte des autorités du régime en place qui, pour justifier ou demander à la population de voter pour eux, de renouveler leur confiance en eux, qu'est-ce qu'ils disent? Notamment Meshombo se dit non, président Toyebi Papa Naye, Toyebi Mama Naye. Donc l'unique argument de taille qu'ils ont, c'est parce qu'on connaît le père de l'actuel chef de l'État, c'est parce qu'on connaît sa mère, on doit renouveler notre confiance en faveur de M. Tshisekedi et des membres de l'Union sacrée. En même temps, les chefs vous disent dans les Kasaï que renouvelez votre confiance en ma faveur parce que vous êtes les marchés à Moumeno. Et notre Kabouya qui vient, qui s'est converti en prophète, qui prophétise déjà la réaction de Tshisekedi et qui, pour justifier cette réélection, dit que les autres combattent Tshisekedi parce qu'il est là-bas. Donc, c'est des gens qui n'ont aucun argument de taille à avancer et donc, sachant très bien qu'ils n'ont aucun bilan positif à présenter à cette population qui est victime de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de papilloter, de raconter n'importe quoi. Ok, maître, nous sommes en train de chuter déjà vers notre émission, nous chutons. Alors, un message que vous pouvez lancer à vos membres, que ce soit de l'opposition, que ce soit ceux de l'envol. Regardez notre caméra. Le message que je lance à la population congolaise, qui se reconnaît dans les combats que mènent actuellement les 4 leaders de l'opposition, parce qu'ici il faut préciser que c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo de vagues, l'opposition organiser des manifestations, non pas pour l'intérêt des membres de l'opposition, mais plutôt pour l'intérêt général. Parce que l'activité qui a été organisée à Kinshasa est réprimée par la police, malheureusement, de l'Union sacrée. Ça a été organisé simplement parce que nous sommes en train de dénoncer l'insécurité et c'est tout le monde qui est victime de la mauvaise gouvernance sur le plan sécuritaire du régime Tshisekedi, simplement parce qu'on dénonçait la vie chère et par exemple ici à Lubumbashi, la vie chère se constate même au niveau des produits de première nécessité et même les transports en commun, parce qu'actuellement les transports en commun c'est négocié entre 1000 francs et 1500 francs. Et donc il faut comprendre ici que la population a tout intérêt à accompagner les combats de l'opposition. Il faudrait que la population soit de plus en plus vigilante et faire de telle sorte que les élections qui sont censées être organisées en 2023 conformément à la loi, c'est une obligation constitutionnelle, c'est pas une question de vocation comme certains au niveau de l'Union sacrée l'ont soutenu. Il faudrait que cette population soit sérieusement mobilisée pour permettre de telle sorte que la centrale électorale soit en mesure et soit dans l'obligation de publier les vrais résultats tels que exprimés par la population dans les urnes. Et là, je vais chuter en montant sur les épaules d'un révolutionnaire sud-africain, M. Biko, qui disait, je cite, « L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. » Nous avons dit. Alors là, vous parlez de Steve Biko. Nous sommes très heureux que vous chutiez par cette expression. Eh bien, aimables téléspectateurs, vous avez compris qu'il y a beaucoup à dire avec Maître Mohamed Eyenga sur l'évolution de l'opposition au niveau du Grand Katanga, parce que c'est qu'on constate que les acteurs politiques du Grand Katanga attendent les élections, mais ils vont s'exprimer, c'est juste à 2 jours des élections, et là, ils ne préparent pas bien le terrain. Donc, l'émission de cryptage TIC au TAC que nous vous proposons chaque jour chez Triomphe Congo, c'est pour tout le monde, c'est pour que les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, ou de l'Union sacrée puissent s'exprimer librement. Nous reviendrons encore une fois vers Maître Mohamed pour de plus amples détails par rapport au meeting. Hein. Maître, nous serons encore avec vous. Je serai heureux de vous recevoir. Pour que nous puissions encore décortiquer et nous accompagner Maître dans sa vision politique. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique,
sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphant.